Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux connectés et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver après ces longs mois d'absence. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, j'anime cette table ronde en tant que président du Club des banques et de la finance au sein du Centre des professions financières, qui est une association à but pédagogique et qui regroupe toutes les professions financières, donc banques, assurances, gestionnaires d'actifs, marchés financiers. Notre association est présidée par Monsieur Michel Pébreau, qui est présent avec nous aujourd'hui pour participer à notre débat. Bonjour, Président. Alors, nous avons le plaisir de recevoir les deux co-auteurs du livre L'économie post-Covid, qui vient d'être publié chez Fayard. Patrick Artus, bonjour. Tu es chef économiste de Natixis et professeur à l'École d'économie de Paris. Et Olivier Pastré, bonjour. Tu es économiste, président de la banque d'affaires IM Bank et également membre du Cercle des économistes. Alors, nous avions eu il y a un an un débat animé avec Patrick Artus, Michel Pébreau, sur quels seront les facteurs de la prochaine crise financière. C'était juste avant la pandémie. La pandémie est une crise d'une nature toute différente. Et aujourd'hui, avec le recul d'un an de pandémie, notre table ronde porte sur l'économie post-Covid. Où en sommes-nous? Alors, c'est bien sûr un thème très vaste que nous allons aborder en traitant les volets suivants avec le souci de les traiter de la manière la plus concrète et la plus claire possible. Premier volet, constat, état de l'économie, conséquences pour les ménages et pour les entreprises. Deuxième volet, les mesures de soutien. Troisième volet, financement, donc dette publique et financement par les banques centrales. Quatrième volet, les propositions de rupture envisageables telles qu'elles sont évoquées dans le livre de Patrick Artus et d'Olivier Pastré. Et en conclusion, nous reviendrons sur ce qui restera déterminant pour 2021. Alors, vous êtes plus d'une centaine connectés, donc désolé, nous ne pouvons pas ouvrir vos micros, mais nous traiterons les questions que vous voudrez bien nous poser en direct sur le bandeau de Microsoft Teams. Donc, nous abordons le premier volet, constat. Alors, l'histoire nous apprend que les pandémies, variole, peste, choléra, grippe espagnole, ont duré en général 10 ans. 10 ans. Alors, nous verrons pour le Covid, mais l'impact sur l'activité en 2020 a été très marqué. Les chiffres du FMI sont sortis, donc on a une récession en Europe de 7,2, en France de 8,3, un peu moins mauvaise que prévu. USA moins 3,5, Chine 2,3. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est à la traîne, qu'il y a un affaiblissement très net par rapport aux États-Unis et à la Chine? Patrick, est-ce qu'on peut entrer dans le détail? France versus reste du monde, secteur? Oui, j'espère qu'Olivier va pouvoir réparer. D'habitude, ça vous être au bout de la terre, ça marche un peu mieux que ça. Euh, euh, alors, il y a vraiment trois zones dans le monde, hein, ou même quatre, hein. Il y a l'Asie. Alors, je ne parle pas de l'Asie du Sud, hein, il ne s'agit pas de l'Inde, mais l'Asie de l'Est, y compris la Chine et du Sud-Est, qui a eu une technique sanitaire que vous connaissez tous, hein, c'est la technique zéro cas. Alors, ce n'est pas tout à fait zéro cas, mais c'est presque zéro cas, avec d'abord un confinement extrêmement strict, une très très forte diminution du nombre de cas de Covid, puis la capacité à isoler immédiatement les quartiers, hein, où quelques nouveaux cas apparaissent, avec une très grande violence, qui n'est pas que dans les pays non démocratiques, hein, parce que la même stratégie a été utilisée en Corée, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et le résultat, c'est que depuis le mois d'avril, la Chine et le reste de l'Asie sont en reprise économique. À la fin de 2020, le niveau du PIB de la Chine est plus de 6% au-dessus de son niveau d'avant la Covid. Et le nôtre est 5% plus bas. Hein, ça fait quand même une énorme différence. Donc là, c'est vraiment la stratégie sanitaire qui a fait la différence. Il y a eu de grands débats en Europe, hein, dans les milieux d'économistes et de médecins, pour savoir si on pouvait utiliser la même stratégie que l'Asie. La plupart dans la plupart de ces débats, on concluait que non, hein, que ce n'était pas compatible avec nos constitutions, notre définition de la liberté individuelle ou ce qu'accepteraient les populations. C'est intéressant de voir qu'il y a aujourd'hui un débat en Allemagne sur le fait de passer à la stratégie asiatique en Allemagne, hein, c'est-à-dire une stratégie à nouveau de type zéro cas.
Et cette stratégie, elle est payante. C'est pour ça que quand on oppose la santé et l'économie, on fait une grave erreur. Ces pays ont à la fois réglé à peu près le problème sanitaire et fait repartir très très vite leur économie. Donc il n'y a pas de choix à faire entre économie et santé. C'est une grave erreur d'analyse. Ensuite, en Europe, on a eu la stratégie dite de stop and go. C'est-à-dire qu'on a serré les règles sanitaires. Là, l'épidémie a reculé, mais avec un coût économique qui est assez important. Puis on dessert. L'économie repart très vite, mais immédiatement après, le nombre de cas de Covid remonte et donc on resserre, etc. En France, on est en train d'entrer dans la troisième vague de stop and go. Dans les autres pays, on sort de la deuxième. Et cette stratégie, la plupart il me semble, des économistes pensent que c'est pas la bonne, que finalement elle crée une volatilité de l'économie qui finira par être extrêmement coûteuse sur la situation des entreprises, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, cette alternance d'ouverture et de fermeture. Et aux États-Unis, simplement aux États-Unis, on a eu, en particulier à cause de l'organisation fédérale, on a eu en réalité beaucoup moins de restrictions sanitaires qu'en Europe. Donc on a une perte de production qui est beaucoup plus faible. Le PIB a baissé de 3,5% en 2020. On s'attend à ce qu'il augmente d'à peu près 4% en 2021, qui est, bon, je dirais, un curseur placé différemment, avec beaucoup moins de restrictions. Puis le fait que les restrictions sont le fait des États ou même dans certains cas des villes, donc c'est beaucoup plus difficile à coordonner qu'en Europe. Voilà où on en est. Honnêtement, c'est un débat très important et je reviens sur l'idée qu'il n'y a pas d'arbitrage santé-économie. Plus on laisse c'est ce que les médecins disent depuis le début et que la plupart des médias n'arrivent pas à comprendre, c'est que plus on laisse se dégrader la situation sanitaire, plus on dégrade l'économie. Parce que d'une part, il y a plein de gens qui ne vont pas travailler, beaucoup d'incertitudes, ça oblige à de longues périodes de fermeture d'économie. Donc cet arbitrage santé-économie, il me semble qu'il a conduit l'Europe sur une stratégie qui n'est pas bonne. Enfin, à nouveau, reste à savoir si on aurait pu politiquement et socialement utiliser la stratégie des pays d'Asie. C'est pas clair encore aujourd'hui. Ça sera intéressant de voir ce que sont les réactions des autres si les Allemands passent à la stratégie asiatique, ce qui est un vrai débat aujourd'hui en Allemagne. Voilà sur le point où nous en sommes. Donc, le point où nous en sommes, et je suis là-dessus, c'est que le premier trimestre 2021 va être très bon en Asie, y compris en Inde, qui pour une autre raison a eu une année 2020 épouvantable, avec une progression extrêmement rapide de la maladie, un confinement complètement ridicule, où on a même interdit le transport de produits agricoles, les paysans devaient jeter leurs récoltes. Et une reprise économique aujourd'hui avec une très forte diminution de la maladie, apparemment par l'immunité collective, ce qui est la technologie un peu violente, mais qui a été appliquée apparemment en Inde. Et donc on aura un premier trimestre 2021 très fort en Asie, et probablement mauvais en Europe et aux États-Unis. Mauvais, ça veut dire autour de 0 de croissance par rapport au quatrième trimestre 2020, parce qu'on a des mesures sanitaires qui restent assez restrictives. Et donc, le point de départ sur l'année 2021 n'est pas bon, ce qui veut dire que les pronostics qui sont publiés, j'ai été très étonné du FMI. Honnêtement, ça me paraît très optimiste comme scénario. L'OCDE était beaucoup plus raisonnable, parce que, à nouveau, c'est des points mécaniques. Si on veut faire 5,5 de croissance en France, comme le dit le FMI, si on fait 0 au premier semestre, il faudrait un deuxième semestre absolument incroyable, qui est très, très impossible à imaginer. Donc, je pense que les organisations internationales, en particulier le FMI, n'ont pas encore adapté leur raisonnement à la situation sanitaire du premier semestre. Oui, parce que Patrick, je crois que les prévisions du FMI prennent comme hypothèse que la population est très largement vaccinée, ce qui n'est pas acquis pour l'instant. Non, de toute façon, la vaccination, d'abord, je ne veux pas faire un cours de médecine ici, mais enfin, quand on travaille avec les médecins et les épidémiologues, d'abord, on voit qu'on aura, compte tenu des variants, il semblerait que le taux d'immunité collective en Europe soit de l'ordre de 65%. Donc il faudrait, comme il y aura sans doute un peu plus de 10% de la population qui aura une immunité en ayant eu la maladie, il faudrait qu'il y ait 55% de la population qui soit vaccinée. Donc en gros, il faudrait avoir vacciné en France 35 millions de personnes. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous arriverons avant la fin de l'année, 35 millions de personnes. Donc l'immunité collective vaccinale, c'est
c'est plutôt le deuxième semestre 2021 au mieux, quoi, hein. Donc, quand le FMI nous dit je remonte mes prévisions à cause du vaccin, ça me paraît très, très bizarre comme raisonnement et très, très optimiste. Est-ce qu'on peut revenir, Patrick, sur conséquences d'abord pour les ménages avant de parler des entreprises? Donc, Oui, ménages, le niveau alors après, d'épargne, le chômage. Oui. oui. Alors, deux choses. Après, peut-être repasser la parole à Olivier, mais euh, après, on débat finalement de la philosophie des plans de relance. Alors, c'est très difficile d'évaluer les plans de relance quand on regarde les mesures une par une, parce que dans les chiffres avancés par les États, il y a parfois des dépenses publiques qui n'ont pas été réalisées. Par exemple, l'État français avait programmé 300 milliards d'euros de prêts avec la garantie de l'État, de PGE, et on est un peu au-dessus de 130. Donc, je préfère partir simplement des chiffres des déficits publics. Donc, il y a un premier calcul qu'on peut faire, c'est quel est le pourcentage de la baisse du PIB qui a été couvert par la hausse du déficit public. Ce calcul est assez intéressant. En gros, c'est le taux de réponse de l'État à la crise. Alors, en France, il est de 80%. Et dans la plupart des pays, il est autour de 100% et il est de 140% aux États-Unis, qui est un pays tout à fait bizarre. Vous savez, les ménages américains ont une hausse de 6% du pouvoir d'achat de leurs revenus en 2020, ce qui leur était jamais arrivé, parce que l'État a distribué plus d'argent que ce que les ménages perdaient. Donc en France, on a un pouvoir d'achat des ménages qui est autour de zéro, hein, l'épaisseur du trait près. Donc on a préservé complètement le revenu des ménages, il n'a pas baissé, alors que le PIB a baissé de 8,3. Et on n'a pas couvert entièrement les entreprises. Alors c'est un point de débat sur la philosophie de la relance, hein. On a préféré maintenir le revenu des ménages et laisser baisser les revenus des entreprises. Il manque à peu près un point de PIB dans les comptes des entreprises qui n'a pas été compensé par l'État. Et en fait, la stratégie française, si on la compare à la stratégie allemande, c'est une stratégie d'utilisation massive du crédit. Donc on a fait les PGE, alors que la stratégie allemande est une stratégie d'utilisation massive de subventions aux entreprises. Donc en Allemagne, on a maintenu les profits par les subventions. En France, on a laissé chuter les profits, on l'a compensé par des prêts, avec la garantie de l'État. On peut débattre de l'efficacité des deux mesures. La réalité, c'est qu'elles vont reconverger, parce que probablement une partie de ces prêts seront annulés, qui fait que finalement, ex post, les PGE seront transformés en subventions. Et on va reconverger vers le modèle allemand, simplement par le fait qu'une proportion d'entreprises que la BPI estime aujourd'hui à 10%, mais ce chiffre a vocation à monter, ne rembourseront pas leur PGE. Donc à nouveau, ils seront transformés en subventions de l'État. Mais enfin, on a une stratégie que je trouve discutable, qui a été de ne pas entièrement compenser la perte de revenus pour les entreprises, alors qu'aux États-Unis, pour les entreprises, c'est comme pour les ménages, les profits ont monté en 2020, hein, par rapport à ce qui aurait été le cas sans la crise, tellement il y a eu une distribution d'argent par des transferts directs aux entreprises, hein. Donc nous, on a une stratégie plus prudente où on n'a pas voulu empêcher complètement la baisse des résultats des entreprises. Mais puisque tu es sur ce point, sur les mesures de soutien, peut-être qu'on pourrait, de manière synthétique, un peu expliquer où on en est entre les annonces et ce qui a été vraiment déboursé. Tu as abordé le sujet, mais on a parlé du plan de relance en France de 100 milliards, il n'y a que 9 milliards qui ont été déboursés en 2020. Il y a le fonds de relance européen, il y a eu une annonce de 750 milliards. Pour l'instant, ça n'a pas été déboursé. Il y a beaucoup, beaucoup d'annonces. Quand on regarde exactement la transmission de ce qui est annoncé dans l'économie, est-ce qu'on peut faire d'une manière synthétique, dire exactement ce qui est arrivé? Oui, oui, non, mais c'est le calcul que je viens de C'est quel faire avec calcul tu as toi. fait? Le déficit public, il aurait dû être en France, il aurait dû être sans doute de l'ordre de 2 ou un peu plus de 2% du PIB en 2020. Il a été de plus de 11. Donc on a mis 9 points de PIB d'argent public dans l'économie. Et on aurait dû avoir peut-être 1,5 de croissance si on a perdu 8,3. Donc on a perdu presque 10 points de PIB. Donc on a mis 9 points de PIB pour 10 points de PIB, un peu plus de 10 points de PIB de perte d'activité. C'est le fameux point de PIB qui manque dans les comptes des entreprises. Donc voilà, il faut faire le calcul à partir des budgets, quoi, puisque comme ça, on a la réalité de l'argent qui a été dépensé. Aux États-Unis, hein, on aurait dû avoir 2,5, on a eu moins 3,5, donc on perd 6 points de PIB. Et le déficit public aurait dû être de 5, il était de 15. Donc on a mis 10 points de PIB d'argent public pour 6 points de PIB de perte de PIB. C'est monstrueux, quoi. Je veux dire, hein, ça, c'est l'inondation qu'a voulu Trump, à la fois avec les chèques aux ménages, les chèques aux entreprises, les aides aux PME, etc. Donc ils en ont fait beaucoup trop, les Américains. On peut sans doute penser que les Français auraient pu en faire un peu plus du côté des entreprises à nouveau.
Sur les entreprises, le sujet de fond, c'est qu'on parle de mesures de soutien qui sont à la fois des mesures de sauvegarde ou des mesures de relance. Comment on fait la distinction et qui décide quoi concrètement? Donc en fait, le point que souligne Olivier est extrêmement important, c'est qu'il y a une gigantesque hétérogénéité dans le monde des entreprises. Et l'hétérogénéité, d'ailleurs, elle a deux dimensions, qui est la dimension taille qu'évoquait Olivier. C'est-à-dire que les ETI et les grands groupes sont beaucoup moins en difficulté, avaient des réserves de cash, ont pu trouver des financements, et que les PME sont beaucoup plus en difficulté. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres de la distribution de PGE ou la croissance du crédit, par exemple, sur un an en France, le crédit aux PME augmente de 20%, le crédit aux ETI augmente de 9% et le crédit aux grands groupes augmente de 4 ou 5%. Donc le problème est concentré sur PME, TPE, c'était le point d'Olivier. Puis il y a la deuxième dimension qu'il évoquait aussi, c'est la dimension sectorielle. Donc en fait, on ne peut pas parler des entreprises. On a un problème PME, TPE dans les secteurs les plus touchés par la crise qu'on connaît tous. La restauration, une partie de la distribution, le transport, l'événementiel, etc. L'hôtellerie, le tourisme. Et donc, c'est une crise qui est extrêmement compliquée parce qu'elle crée une énorme hétérogénéité. Alors, un des problèmes des plans de réponse, c'est que les plans de réponse ne sont pas ciblés. On fait des plans de réponse qui sont globaux. C'est très difficile de faire un plan ciblé. Alors, bien sûr, il y a des plans d'urgence pour les entreprises des secteurs en difficulté, mais le PGE, c'est pour tout le monde. Ce qui explique d'ailleurs qu'il ne faut pas du tout paniquer sur la question du crédit. Quand vous calculez pour la France les crédits aux entreprises moins le cash des entreprises, les réserves de cash des entreprises, la différence crédit moins cash a augmenté en 2020. Il y a plus de constitution de cash que d'augmentation du crédit. Alors, on pourrait dire, bon, c'est très, très rassurant. En fait, ce n'est pas du tout rassurant parce que ce n'est pas les mêmes. Donc, dans les secteurs qui vont à peu près bien, les entreprises ont constitué de grosses réserves de cash, en particulier en prenant des PGE dont elles n'avaient pas besoin. Et dans les secteurs en difficulté, les entreprises ont pris énormément de crédit et ont des problèmes de trésorerie. Donc, on a une grosse hétérogénéité. Donc, les chiffres globaux ne donnent pas une réelle vision une réelle vision de la situation économique. Il faut regarder vraiment par secteur, par taille d'entreprise, etc. Tu as aussi un effet BFR, Patrick, à cause du ralentissement de l'activité. Oui, mais à nouveau, je te dis, tu vois bien que c'est très différent d'un secteur à l'autre. Oui. Que c'est extrêmement différent et que c'est extrêmement d'une taille d'entreprise à l'autre. Donc, le problème que nous allons avoir de manière récurrente pour les années prochaines, c'est le problème des PME, TPE, des secteurs en difficulté, ce qui est en gros 20 à 25% des PME, TPE. Les difficultés vont se concentrer là. Alors, j'ai fait un travail qui permet, on a beaucoup travaillé sur la question de combien il y aura de faillites, par exemple, en France. Vous savez que pour des raisons bizarres, en 2020, il y a eu une baisse de plus de 30% du nombre de faillites déposées dans les tribunaux de commerce, qui est simplement que les règles ont changé, puisqu'on peut ne pas payer ses impôts, repousser ses échéances de crédit et on n'est pas en faillite. Bon, si on regarde la réalité, ce qu'on peut prévoir pour 2021-2022, c'est une augmentation de probablement autour de 20 à 25% du nombre de faillites par rapport à 2019. En 2019, il y a eu à peu près 50 000 faillites. On aura probablement 60 à 62 000 faillites en rythme annuel à partir du moment où on reviendra à la normalité sur les règles de la faillite. Donc c'est une augmentation, enfin c'est pas une augmentation délirante par rapport au choc économique, parce qu'à nouveau, c'est concentré dans 20% des PME, Donc c'est pas quelque chose qui touche du tout toutes les entreprises. Est-ce qu'on peut aborder le sujet du financement donc, de ces plans, Donc, je cite quelques chiffres, ils sont colossaux. Déficit public français a doublé à 178 milliards, chiffre historique le plus haut possible. Le bilan, la dette française à 120%, plus pratiquement 300 milliards. Le bilan de la Banque centrale européenne, donc on passe de 4 600 milliards à 7 000 milliards, donc plus 50%. Première question, Patrick, tu as 50% de la dette qui est émise par la France aujourd'hui, qui est rachetée par la BCE. Est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme et comment la BCE finance ce rachat de dette sur le marché secondaire?
concrètement, avant de traiter le problème de fond de comment on doit comprendre cette dette. Et d'ailleurs, ça sera sans doute plus cette année que l'année dernière, hein, puisque Oui. la BCE maintient son programme et on aura normalement un peu moins d'émissions. Alors, il y a eu un débat sur la dette, d'ailleurs, qui ne s'est pas arrêté, qui est absolument extraordinaire, quoi. Je veux dire, on a tout entendu qu'il fallait annuler les dettes, les transformer en perpétuité, etc. Bon, il faut revenir quand même à un peu de compréhension de mécanisme. La partie de la dette publique qui est détenue par la Banque centrale est extrêmement bizarre, parce que d'abord, cette dette est gratuite, hein, puisque les banques centrales rendent leurs profits aux États, hein, c'est des filiales à 100% des États. Et d'autre part, il est extrêmement improbable que les banques centrales revendent jamais ces dettes ou les renouvellent pas à l'échéance. Et si elles le font, c'est que ça ne fera courir aucun risque au pays. Donc, ce qu'on peut dire, c'est, enfin, la réalité, c'est que la partie de la dette publique des pays qui est détenue par la Banque centrale, c'est une perpétuité zéro coupon. Donc, proposer de la transformer en perpétuité ou proposer, je ne sais quoi, de l'annuler, ça n'a aucun sens. Il faut la laisser absolument comme elle est. C'est une perpétuité zéro coupon, elle ne sera jamais remboursée et elle ne coûte rien aux États. Donc, ceci implique qu'il ne faut pas s'inquiéter du point de vue de la solvabilité des États de la dette détenue par la Banque centrale. Dans le cas de la France, hein, à la fin de 2020, sur les 120% de dette publique par rapport au PIB, il y a plus de 30% qui est détenu par le système européen de banque centrale, et c'est essentiellement la Banque de France. Et donc, la vraie dette publique de la France, c'est à peu près 90% du PIB. Alors évidemment, on peut dire que 90% du PIB, c'est beaucoup. Simplement, c'est le niveau où on était en 2012, quoi. On n'a pas plus de dette publique en 2012. Donc, il y a deux sujets dont il faut débattre. Le premier, c'est est-ce que la BCE va arrêter sa politique d'achat de dette quand? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui restera comme déficit public? Est-ce que ces déficits publics qui seront alors financés par de la vraie dette seront possibles à financer? Et deuxième question qui est, qu'est-ce qui se passe quand on émet une énorme quantité de monnaie? Parce que pour répondre à ta question, la technologie, elle est très simple, hein. L'État français finance le chômage partiel, hein, 35 milliards d'euros l'année dernière, émet 35 milliards d'euros d'OAT. Ces OAT sont achetés par les banques centrales qui créent de la monnaie pour payer. Donc en fait, on est en hélicoptère monnaie, hein. C'est exactement équivalent à une situation où la Banque de France donnerait des billets aux personnes qui sont au chômage partiel pour 35 milliards d'euros, hein. Donc notre sujet redeviendra probablement la dette le jour où la BCE arrêtera ses achats. Il y a d'ailleurs un débat, c'est assez amusant, je discutais l'autre jour avec nos clients américains, eux ils croient que la BCE n'arrêtera jamais ses achats. C'est-à-dire qu'on est japonisé, et comme la Banque du Japon, jusqu'à la fin des temps, c'est la BCE qui financera les déficits publics par la création de monnaie. La Banque du Japon détient maintenant pas loin de la moitié de la dette publique du Japon. Et bon, moi je n'y crois pas. Je pense que la BCE, le contexte institutionnel et économique n'est pas le même. Je pense qu'à un certain moment, disons en 2023, la BCE arrêtera ses achats de dette et que là, nos déficits redeviendront des vrais déficits et nos nouvelles dettes de vraies nouvelles dettes. Et puis la question 2, c'est qu'est-ce qui se passe quand on crée une montagne de monnaie? Le bilan de la BCE, c'était 4 300 milliards d'euros le 1er janvier 2020, c'est 7 000 milliards d'euros le 31 décembre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on injecte 2 700 milliards d'euros de monnaie en une année dans l'économie? Et on se propose d'ailleurs de faire la même chose en 2021. Hein. Donc, c'est ça la vraie question aujourd'hui. La question, c'est, ça ferait 15 points de PIB supplémentaires en dette pour la France. Est-ce que c'est soutenable? Non, mais vu que ce n'est pas de la dette, elle n'existe pas, cette dette. C'est de la monnaie. C'est pas de la dette. Cette dette, elle est dans le bilan de la Banque de France. Elle y restera jusqu'à la fin des temps. Et ça n'a aucun rapport avec les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt étaient de 25%, comme la Banque de France rend ses profits à l'État français, cette dette serait quand même gratuite pour l'État français. La Réserve fédérale vient de rendre, il y a 15 jours, 90 milliards de dollars de profits à l'État américain. Donc on a une situation où il faut comprendre que la Banque centrale, c'est une filiale à 100% de l'État. Donc il faut consolider les bilans. Ce qui compte, c'est le bilan consolidé de l'État et de la Banque centrale. Et au passif du bilan consolidé de l'État et de la Banque centrale, il n'y a que la partie de la dette qui n'est pas détenue par la Banque centrale. Donc la seule dette qui peut faire peser un problème de solvabilité, c'est la partie de la dette qui n'est pas dans le bilan de la Banque centrale. Donc à nouveau, en France, c'est 90% du PIB. Alors à nouveau, on peut dire 90% du PIB, c'est beaucoup, hein,
Et cette dette-là, c'est de la vraie dette. Il faut convaincre de vrais investisseurs de la détenir. Mais les 30% qui sont dans le bilan de la Banque centrale, très largement dans le bilan de la Banque de France, ceux-là ne doivent pas être comptés comme de la dette, c'est de la monnaie. Alors, à nouveau, on en parlera peut-être après, on peut s'inquiéter encore plus peut-être de la monnaie que de la dette. Hein. Mais vous avez vu ce qu'a écrit Jacques de la Rosière récemment, c'est bien, la question, c'est bien la monnaie, c'est pas la dette. Hein. Michel, peut-être que vous vouliez intervenir sur ce point? Non, ce point me paraît complètement central. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, dans l'hypothèse où c'est de la monnaie, et effectivement c'est de la monnaie, la question qui se pose est quelles sont les implications de cette création massive de monnaie sur les grands équilibres européens, puisque c'est en Europe qu'on crée cette monnaie. Donc, on voit bien que le problème qui se pose est de savoir quel est le risque de fuite devant la monnaie des opérateurs privés face à cette situation de création massive de monnaie. C'est la question. Parce que pour ce qui est de la dette elle-même, je dirais que le fait de mettre de côté une partie de cette dette financée intégralement par la création monétaire a effectivement cette conséquence directe qui est de passer le mistigris du problème sur la création monétaire en considérant que le problème budgétaire a été réglé par le mécanisme qui était jusqu'à présent considéré comme le plus désastreux du point de vue des finances publiques, c'est-à-dire du point de vue, excusez-moi, des équilibres généraux, c'est-à-dire un financement direct de l'État et de son déficit par la Banque centrale. C'est en gros ce que la loi sur la Banque de France de 1973 avait formellement interdit. On avait pris des mesures particulières pour empêcher la Banque centrale et l'État de jouer à ce jeu-là. Et là, nous sommes en train de le jouer en grand. Et la question que pose Jacques de la Rosière, en gros, c'est mais enfin, ça a quelles conséquences à long terme sur les grands équilibres? Comment est-ce qu'on sort de là? Ne va-t-il pas y avoir à un moment déterminé une grande fuite devant la monnaie? Alors, à cela s'ajoute un deuxième problème qui n'est pas négligeable, qui est que si l'on considère que la partie de la dette résultant du Covid doit faire l'objet d'un règlement spécifique, très bien. Dans ce cas-là, il faut dire, et alors, pour le reste, c'est ce que la question que vient de poser Patrick, alors, est-ce que nous considérons comme normal d'avoir un montant d'une dette hors Covid qui est de 90% du PIB? C'était notre situation avant la crise sanitaire, et c'est une situation qui n'est pas satisfaisante, puisque les règles que nous nous sommes fixées à nous-mêmes devraient nous conduire à la ramener à 60. Ce qui nous conduit à une conclusion qui est extrêmement important aujourd'hui de démontrer aux investisseurs privés que la question de la dette est sous contrôle et gérée. Parce que l'idée que nous allons pouvoir vivre avec un décalage d'endettement, cette fois-ci je parle bien hors Covid, un décalage d'endettement massif par rapport à l'Allemagne, est une idée très dangereuse. On voit bien que dans l'hypothèse où l'on revient à un fonctionnement normal de l'économie, là, on risque d'avoir des décalages de spread de la France par rapport à l'Allemagne qui ne sont pas négligeables. Or, tout donne à penser que l'Allemagne va naturellement, sitôt passé la crise, revenir à ses fondamentaux sur le plan budgétaire, c'est-à-dire rétablir une dette publique cohérente avec les objectifs fixés par les traités européens. Voilà quelques réflexions. Et donc, un facteur d'inquiétude, cette création monétaire massive ne va-t-elle pas avoir une conséquence à long terme sur la valeur de la monnaie? Et la deuxième, si nous voulons que les investisseurs privés continuent de financer la partie normale de la dette, il faut leur donner la preuve que nous sommes capables de réduire nos dépenses publiques, puisque la faiblesse de la France, c'est son incapacité à réduire les dépenses publiques.
Est-ce que je peux dire un mot, Hugues, en complément de ce qu'a dit Et bien sûr, Michel? hein. Je suis tout à fait, hein, je continue le raisonnement. Premier sujet, ça sera quoi la nature de nos déficits publics quand la BCE aura arrêté ses achats de dette? Si c'est des déficits intelligents, hein, dans des investissements publics qui ont du sens, dans l'éducation, dans l'innovation, personne ne dira rien. Si nos déficits publics sont des déficits publics qui ne contribuent pas à la croissance, il y aura un problème de financement à ce moment-là. Ça, c'est un sujet important. Et donc, c'est très différent aujourd'hui de faire du déficit purement cyclique lié à la Covid, parce que ce déficit, à nouveau, se finance par la monnaie et puis qui disparaîtra quand il n'y aura plus la Covid, que de prendre des mesures qui fabriquent du déficit structurel jusqu'à la fin des temps. Donc, il faut regarder très attentivement la nature du déficit structurel qu'on met en place aujourd'hui. Et deuxième sujet, c'est l'évolution du rapport de force, ce qu'évoque Michel, hein, le rapport de force entre emprunteurs et prêteurs. Aujourd'hui, les États sont en position de force. Ils sont en position de force parce qu'il y a énormément de demandes pour les dettes sans risque, hein, qui vient d'investisseurs qui cherchent de la dette sans risque, en particulier parce que leur régulation les force à le faire. Et donc, les États sont vraiment en position de force. Ils peuvent placer de la dette, donc quantité à peu près illimitée, à des taux d'intérêt très bas, parce que c'est la situation décrite depuis très longtemps Larry Summers, par exemple aux États-Unis, hein, c'est le fameux savings glut. Il y a trop d'épargne dans le monde et il y a trop de demandes pour les dettes sans risque. Donc le rapport de force, il est dans les mains des États. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de limite au déficit public et les taux d'intérêt ne montent pas, même quand il y a d'énormes déficits publics. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si le rapport de force peut évoluer. Est-ce que dans le futur, le rapport de force peut retourner dans les mains des investisseurs? Et pour ça, il faudrait, il y a plusieurs évolutions possibles. Un, des changements de réglementation. Solvabilité 2 en Europe, hein, c'est ce qu'on appelle la répression financière. Hein, c'est quelque chose qui force les assureurs à acheter des dettes des États. Si les assureurs se mettaient à n'acheter que des actions, les États seraient évidemment en difficulté. Deuxième sujet, évidemment, c'est l'évolution de l'épargne mondiale. Le taux d'épargne privée du monde, il a monté de 6 points en 10 ans. Il y a trop d'épargne, quoi, je veux dire. Hein. C'est ce que disait depuis très très longtemps, d'ailleurs, Bernanke, hein, c'est le fameux savings glut à nouveau. Et tant qu'on a trop d'épargne dans le monde, les États sont en position de force pour placer leurs dettes. Qu'est-ce qui peut inverser la chose? Le vieillissement, par exemple. Le vieillissement, ça fait normalement baisser l'épargne. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est les États qui sont en position de force dans ce rapport. Hein. Et tant que les États sont cette position de force, il n'y a pas de hausse des taux d'intérêt, même avec d'énormes déficits publics. Alors la question, évidemment, vous avez ceux comme Blanchard ou Summers qui disent ça va durer 20 ans, donc c'est complètement idiot de s'auto-limiter, il faut faire d'énormes dettes publiques pour financer tous les investissements que vous avez envie de faire. Et puis il y a ceux qui disent attention, cet équilibre, il peut s'inverser et le rapport de force peut changer de camp. Et là, les taux remontent. Et là, si vous avez fait ce que disent Blanchard et Summers, vous allez être en très grande difficulté. Donc il y a un vrai sujet finalement qui est la détermination des taux d'intérêt à long terme, hein, qui est un sujet central. Aujourd'hui, il y a clairement une situation d'excès massif d'épargne dans le monde, quoi. Donc ça écrase les taux d'intérêt. Alors pour juste finir, ceux d'entre vous qui s'intéressent doivent regarder, il y a un formidable travail de recherche de la Banque d'Angleterre qui regarde les taux d'intérêt à long terme depuis 1320. Et en fait, depuis 1350, les taux d'intérêt à long terme nominaux et réels n'arrêtent pas de baisser. Hein, donc nous sommes dans le 8e siècle de baisse des taux d'intérêt à long terme. Réel. Hein. Et alors l'explication, c'est évidemment la hausse de l'épargne. C'est-à-dire que à la Renaissance, la bourgeoisie se met à épargner, puis après on a les classes moyennes, puis maintenant on a les classes moyennes des émergents. Donc il se passe toujours quelque chose qui fait qu'il y a davantage d'épargne. Donc le monde a trop d'épargne. Donc le taux d'intérêt d'équilibre est très très bas. Et tant qu'on a ça, Summers et Blanchard ont raison, mais combien de temps est-ce qu'ils ont raison? C'est ça la vraie question. À nouveau, si c'est 50 ans, on aurait tort de s'en priver. Si c'est 5 ans, il faut être extrêmement prudent. est-ce que vous pouvez réagir je veux dire, à des précédents historiques? Il y a le précédent de l'hyperinflation après la guerre, où en 3 ans, les épargnants ont été laminés, hein, avec une inflation de 50%. A priori, personne ne voit de retour d'inflation. Il y a le scénario complètement différent actuel, est-ce que le scénario japonais, qui dure et qui dure de manière pérenne. Alors, est-ce qu'on peut pas Le rentrer? Japon, Que c'est pas un exemple? le Oui. Japon, c'est typique de mon point d'avant. Il y a un excès d'épargne massif au Japon qui, curieusement, est de l'épargne des entreprises. Le taux d'autofinancement des entreprises japonaises, il est de 200%. Les profits, c'est le double des investissements. Et les entreprises japonaises déposent cet argent dans les banques à 0%.
lesquelles banques utilisent ça pour acheter de la dette publique ou déposer à la Banque centrale. Donc on est typiquement dans un cas d'excès massif d'épargne depuis les années 90 qui a complètement écrasé le taux d'intérêt. Donc le Japon, c'est le point culminant de ce que j'évoquais avant. Et ceci est vrai à nouveau au niveau mondial. Hein, il y a un excès massif d'épargne au niveau mondial. Le taux d'épargne du monde n'arrête pas de monter. Et le taux d'épargne du secteur privé du monde n'arrête pas de monter continuellement depuis les années 90. Et donc, ceci fabrique ces taux d'intérêt d'équilibre extrêmement bas. Alors, la thèse de Summers, hein, c'est que c'est ça qui est déflationniste, c'est que le taux neutre, comme on dit chez les économistes, le taux d'intérêt d'équilibre est négatif. Hein, donc, on n'arrive pas à rééquilibrer l'épargne et l'investissement par les méthodes habituelles. Michel, oui. Oui, je crois qu'en ce qui concerne la question des finances publiques, le problème central, c'est celui que vient d'indiquer Patrick, c'est-à-dire quelle est l'origine des déficits. Or, dans notre pays, l'origine des déficits est mauvaise, c'est-à-dire nous ne sommes pas en déficit parce que nous investissons pour l'avenir. Nous sommes en déficit parce que les systèmes publics sont très mal gérés et donc sont dans des situations d'excès de dépenses de fonctionnement d'un côté, de transfert de l'autre, qui ont comme conséquence que les raisonnements de Summers ne fonctionnent pas. Nous ne sommes pas en déficit parce que nous investissons. Une révision générale de nos dépenses publiques serait indispensable pour réduire toutes celles qui sont des conséquences d'une mauvaise gestion ou d'un excès de transfert et au bénéfice de celles qui, effectivement, seraient de nature à préparer l'avenir par des investissements et de la recherche. Il y a le débat central, évidemment, est celui-là. Et que ce débat central, on le sait bien, c'est celui des retraites. Hein. Nous dépensons 4 points de PIB de plus que les autres pays européens dans les systèmes publics de retraite. Et que si un jour il apparaît un rationnement des déficits publics, ces 4 points de PIB sont 4 points de PIB qu'on n'utilisera pas pour faire des investissements publics. Hein. Donc, et donc il faut. Bon, ce débat, il est devenu inaudible aujourd'hui. Enfin, il y a un vrai sujet qui est comment peut-on. Je veux dire, on a un sac plein de cailloux sur notre dos par rapport aux autres Européens, qui est les 4 points de PIB de plus qu'on met dans les retraites et qui sont 4 points de PIB de moins qu'on peut mettre dans des dépenses publiques d'avenir. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Malheureusement, c'est un débat qui est très difficile à avoir. Tu envisages, enfin, il y a la conséquence qui sont les bulles spéculatives. Je ne sais pas si tu peux en dire un mot. Il y a également les propositions de rupture que vous faites dans votre livre. J'aimerais bien qu'Olivier puisse parler sur son téléphone des ruptures, parce qu'il est vraiment à la manœuvre là-dessus. Je vais dire juste un mot des bulles. Parce que, alors, on n'a pas élucidé avec Michel, et je trouve d'ailleurs que Jacques de Larosière ne l'élucide pas suffisamment dans son livre, ce qui se passe quand on fait cette énorme création monétaire. Et je crois qu'il y a plusieurs degrés d'analyse. Le degré le plus basique, c'est de dire qu'on fait des bulles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de monnaie, les individus prennent cette monnaie et achètent d'autres actifs avec la monnaie. C'est ce que les économistes appellent le portfolio rebalancing. Et donc, ça fait monter les cours boursiers, ça fait monter les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier ont monté de 11% sur un an aux États-Unis. Et puis, de temps en temps, les investisseurs sont suffisamment malins pour se coordonner sur un petit nombre d'actifs. Regardez ce qui s'est passé sur GameStop ou sur l'argent ou sur le Bitcoin. Donc, tout d'un coup, on prend la liquidité, on se téléphone et on achète tous ensemble le même actif, le prix multiplié par 10, et là, on revend et on prend son profit et on court. Donc on va avoir des bulles partout. Enfin, il faut savoir qu'on va avoir des bulles partout. Des bulles un peu régulières comme la bulle immobilière, puis ces espèces de micro-bulles explosives, hein, comme ce qu'on a vu sur l'argent, ou sur AMC, ou sur GameStop, etc. Et donc ça, c'est quand même très déstabilisant. C'est complètement inévitable. Hein. On a inondé les agents économiques de monnaie. C'est de l'hélicoptère-monnaie qu'on fait. Hein. Donc, c'est la Banque de France, les banques centrales donnent de la monnaie aux agents économiques. Ils vont peut-être en consommer un petit peu, mais ils vont surtout en utiliser une grande partie pour acheter d'autres actifs. Ça, c'est risque 1. Le risque 2 qu'évoquait Michel, c'est le vrai risque de fuite devant la monnaie. Alors, il est très improbable quand même dans les grands pays de l'OCDE. Quand vous faites du quantitative easing dans un pays émergent, le premier réflexe des habitants, c'est de prendre la monnaie du pays et d'acheter des dollars.
Regardez ce qui s'est passé en Argentine, par exemple, hein, ou en Afrique du Sud. Et donc, dans les pays émergents, ce que nous faisons, nous, n'est pas disponible. Il faut quand même comprendre qu'un pays émergent qui ferait ce que font les États-Unis ou l'Europe, sa monnaie exploserait. Hein. Par contre, nous, dans les pays de l'OCDE, comme on le fait tous, les Européens ne vont pas acheter des dollars ou des yens, ni l'inverse, hein, parce que les autres font la même chose que nous. Les pires, d'ailleurs, sont les Suisses, hein, quand vous regardez les bilans des banques centrales. Donc on est quand même à l'abri de la fuite vers une autre devise. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste une fuite devant la monnaie assez marginale, qui est des petits bouts d'actifs refuges. Hein. À nouveau, l'argent, le bitcoin. Bon, mais ça ne peut pas aller très très loin. Il ne peut pas y avoir ce qu'on voit en Argentine. Il ne peut pas y avoir de dollarisation de l'épargne en Europe. Hein. On n'aura pas ça. Voilà. Et puis le troisième sujet, c'est que la hausse des prix des actifs, c'est une taxation des jeunes. Quand vous faites monter les prix de l'immobilier, vous taxez ceux qui doivent acheter des logements ou qui doivent louer un logement, c'est-à-dire les jeunes. Donc il faut comprendre que la hausse des prix des actifs, en face d'un déficit public, il y a toujours une hausse d'impôts. Alors d'habitude, c'est un vrai impôt, là, il n'y a pas. Puis ça a été la taxe inflationniste, Hugues, que tu mentionnais sur l'après-guerre. Hein. Donc on a resolvabilisé les États par la taxe inflationniste, mais ça, on ne sait plus le faire. Parce que comme il y a trop d'épargne, à la fois les taux d'intérêt sont bas et il n'y a pas d'inflation. Hein, ça va ensemble. Et donc il reste une seule taxe, c'est la taxation des jeunes par la hausse des prix des actifs. Et c'est cette taxe que nous utilisons. C'est quand même la taxe la plus horrible qu'on puisse imaginer. Quoi, hein. Voilà, on fait du déficit public, ça crée de la monnaie, cette monnaie réinvestit dans l'immobilier, les prix de l'immobilier explosent et les jeunes ne peuvent plus se loger. Hein, voilà la dynamique que nous avons déclenchée. Alors peut-être que c'est toi, Patrick, qui peux nous dire un mot des mesures de rupture que tu envisages dans ton livre, hein, et en quel Alors là quoi vraiment, ça pourrait être une solution. je me déguise en Olivier, hein, parce que Oui. c'est vraiment son dada, donc je suis vraiment désolé qu'il ne puisse pas faire cette présentation. Là, ce que nous disons, et c'était le point de départ d'Olivier, hein, c'est que cette crise va être plus longue que ce qu'on imagine usuellement. N'oubliez pas que même si nous sommes vaccinés, nous devrons être revaccinés. Enfin, probablement, la plupart des médecins disent que ce virus sera comme la grippe, quoi. Ça va devenir un virus saisonnier. Et donc, il y aura des redémarrages de cette épidémie. Il faudra revacciner les populations. Il y aura sans doute à nouveau, à ce moment-là, un certain nombre de mesures sanitaires restrictives qu'il faudra remettre en place. Donc, faut pas croire que au mois de septembre, c'est terminé. Moi, j'en crois pas un mot, les médecins n'en croient pas un mot. Ça ira mieux, quoi, je veux dire, hein, mais on aura quand même toujours des problèmes dans cette économie. Donc, l'idée, la thèse d'Olivier, c'est qu'on n'a jamais vu une pandémie durer moins de 10 ans. Hein, donc, je ne sais pas du tout si c'est une prévision, mais donc l'idée, c'est qu'il ne suffit pas de se protéger pendant un an, et puis tout revient comme avant. Il y a des choses qui vont être durablement différentes. Alors ce que nous suggérons est assez banal, parce que ça a été beaucoup repris. D'ailleurs, certaines choses commencent à être mises en œuvre. Hein. Par exemple, nous avons suggéré depuis très très longtemps d'étendre la garantie jeune à tous les jeunes qui sont en formation. Je vois que cette proposition, vous savez que la garantie jeune, c'est un système qui profite aujourd'hui à un peu moins de 150 000 jeunes, hein, mais c'est une aide d'à peu près 500 euros par mois pour des jeunes qui étaient en grande difficulté et qui reviennent à l'emploi. Hein. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'économistes maintenant et de syndicalistes qui proposent, et d'hommes politiques qui proposent d'étendre ça à tous les jeunes qui sont dans un parcours de formation, ce qui coûterait une quinzaine de milliards d'euros par an, hein, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, c'est moins que les 35 milliards du chômage partiel, et ça éviterait les énormes problèmes qu'on voit aujourd'hui. Il faut bien sûr l'associer à une vraie formation. Ça marche très bien, la garantie jeune, mais aujourd'hui, c'est réservé à un public de jeunes qui sont pris en charge par les agences locales, hein, et qui reviennent à l'emploi. Mais qui vraiment, c'est avec un vrai travail de retour à l'emploi. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. C'est bien mieux que le RSA. Vous savez que la partie de retour à l'emploi est comme très, très mal faite. On part aussi de l'idée de la grande hétérogénéité. Hein, donc l'idée qu'il y aura des secteurs d'activité en très grande difficulté et d'autres qui iront bien, qu'il y aura des populations en grande difficulté et d'autres qui iront bien. Donc il faut décentraliser beaucoup de choses, hein, au niveau des territoires, au niveau des politiques sectorielles, et qu'en particulier, il y a beaucoup de choses qui devront se décider au niveau de l'entreprise. Donc nous, on pense que cette crise, et c'est vraiment le dada d'Olivier, donc je suis vraiment désolé qu'il ne puisse pas le défendre lui-même, que cette crise doit être l'occasion de vraiment faire démarrer un vrai dialogue social beaucoup plus large en entreprise.
Donc, on est un peu à contre-courant, hein, puisque, enfin, ça dépend, mais enfin, il y a beaucoup d'économistes pensent que la branche, c'est le bon niveau de discussion. Et dans certains cas, je pense que la branche n'est pas le bon niveau de discussion. À l'intérieur d'une branche, il y a une énorme hétérogénéité aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans l'agroalimentaire ou dans la restauration. Hein. Suivant que vous êtes Sodexo ou un petit restaurant de quartier, c'est pas la même chose, quoi. Donc, il faut, et pour ça, il faut qu'il y ait du syndicalisme actif et représentatif en entreprise. Donc, on suggère, en gros, de faire payer le syndicalisme par l'État. De façon à ce que. Ou alors de faire un truc à la suédoise, finalement, où c'est obligé d'être syndiqué. Ce qui changerait complètement la nature du syndicalisme en entreprise. Et d'ailleurs, c'était l'idée initiale du macronisme, il me semble, hein, que le lieu normal d'action du syndicalisme, c'est le débat en entreprise et pas la gestion des programmes sociaux au niveau national, quoi. Voilà. Bon, après, je ne vais peut-être pas m'étendre sur tout, hein, mais c'était vraiment les points centraux. Hein. C'était les jeunes, le syndicalisme, bon, et puis le reste, vous pouvez l'imaginer. Donc, il y a un point qui intéresse beaucoup le secteur, c'est vos Les suggestions règles. prudentielles. Oui. Oui, parce que on fait le même constat qui est que spontanément, c'est un truc assez bizarre d'ailleurs. Hein. Enfin, non, bizarre non. Spontanément, la finance est procyclique. La finance a toujours été procyclique, mais elle est quand même très fortement procyclique. Hein, les capitaux sortent des pays émergents quand ça va mal. Ça, on le sait depuis 30 ans, hein, que les flux de capitaux internationaux sont procycliques, donc ils aggravent les difficultés des pays en difficulté. Les règles bancaires sont procycliques. Hein, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec le nouveau tour de stress test que demande l'EBA. Hein. Les règles des assureurs sont procycliques. Hein. Plus les actions baissent, plus ils doivent vendre d'actions pour éviter la consommation de fonds propres. Donc, on a une finance qui est complètement procyclique. Donc, l'idée, c'est comment on rend la finance contracyclique. Et, on peut essayer de rendre contracycliques les régulations des intermédiaires financiers. Alors, on le fait. Il y a une réflexion, vous avez peut-être vu, dans un domaine très différent qu'une réflexion du CAE, sur le fait de rendre contracycliques les règles d'indemnisation du chômage. Hein, que plus il y a de chômeurs, plus on serait indemnisé longuement pour le chômage. C'est ce que font les Américains depuis très longtemps et qui marche bien. Et on pourrait imaginer la même chose, hein, que les ratios de solvabilité des banques soient complètement contracycliques. Alors, ils le sont un tout petit peu. Alors, les Français ont enlevé 50 points de base de coussins contracycliques de fonds propres. Enfin, c'est pas grand-chose. Comme ces coussins ne faisaient pas grand-chose dans l'autre sens, les enlever n'a pas fait grand-chose. On pourrait avoir des règles qui soient extrêmement contracycliques. Alors, on a suspendu un certain nombre de choses, hein, donc, mais on l'a fait, vous voyez, de façon un peu manuelle. Hein, on peut avoir des règles prudentielles qui soient structurellement contracycliques. Les poids de consommation de fonds propres de solvabilité 2, on pourrait baisser la pondération en fonds propres des actions dans les récessions pour que les assureurs puissent acheter des actions ou des obligations d'entreprise dans les récessions. Enfin, voilà. Donc, on suggère de rendre contracycliques les ratios prudentiels des intermédiaires financiers. Michel, peut-être que vous voulez dire un mot de conclusion. Je pense que ce débat était extrêmement intéressant grâce à la qualité des questions posées. Donc là, je dois dire que Hugues Grusca est responsable du succès de notre opération. Et puis, grâce à la mobilisation de Patrick qui a fait face avec détermination au challenge qui lui était proposé. Je crois que les conclusions que l'on peut tirer de cet entretien sont en gros des conclusions qui sont nuancées. C'est-à-dire que il ne fait pas de doute que cette crise a profondément déséquilibré les économies occidentales, en provoquant à la fois une récession qui a peu de précédents dans l'histoire du monde et une détérioration des finances publiques pour faire face à cette récession, qui est une détérioration de style, détérioration d'une période de guerre. C'est seulement dans des périodes comme la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu des hausses de dépenses publiques aussi considérables et brutales. Je crois que, en ce qui concerne l'économie, l'idée quand même qui se dégage de notre débat, c'est qu'il ne faut pas s'affoler face au déséquilibre. C'est-à-dire, en gros, le déséquilibre monétaire est un déséquilibre sérieux, mais en l'état actuel des choses,
si je puis dire, les pays occidentaux ont un avantage comparatif en matière de monnaie qui fait que leur création monétaire massive peut difficilement se traduire par une fuite devant la monnaie. C'est un peu le message de Patrick Artus qui dit, écoutez, tout ça est très bien, mais enfin, si vous voulez fuir, c'est pour aller vers où? Et donc, cette réalité fondamentale qui est que tous les pays avancés se retrouvent dans une situation comparable est à cet égard plutôt rassurante. Simplement, ça veut seulement dire que le problème existe, mais ne va pas avoir une solution dramatique à court terme. Voilà, c'est un avantage et un inconvénient. Sur les finances publiques, là vraiment, je trouve que la conclusion de notre débat est extraordinairement claire. La différence qui va se faire en matière de finances publiques, c'est une différence sur l'analyse par les investisseurs de la qualité des finances publiques. Et je dois dire que dans ce domaine, notre pays a un énorme handicap. Un énorme handicap qui est d'avoir une dépense publique qui est véritablement improductive. C'est une dépense de mauvaise gestion des administrations publiques. On sait ce qu'il en est d'un côté de l'énorme millefeuille des collectivités territoriales qui ne cesse d'augmenter. On sait ce qu'il en est de la dépense sociale, en particulier la dépense de retraite. Il est invraisemblable qu'on n'augmente pas la quantité de travail des Français, leur quantité de travail sur la durée d'une vie. C'est parce que cette quantité de travail sur la durée d'une vie a baissé en France par rapport aux Allemands que la production des Allemands par Allemand s'est augmentée par rapport à celle d'un Français. C'est quand même très simple à comprendre. Quand on réduit la quantité de travail fournie à l'intérieur d'un pays, on réduit la quantité de production de ce pays. Voilà donc pour les dépenses sociales, et donc je souscris à l'appel, à la raison en matière de retraite qu'a lancé Patrick. Voilà donc pour les deux premiers. Et le troisième, ce n'est pas négligeable, c'est l'État. L'État est en France, à l'intérieur des agences économiques, celui qui a le moins tiré les conséquences de la révolution des technologies de transport et de traitement de l'information. Cette révolution a eu pour effet, dans tout le secteur productif, de réduire le nombre des postes de travail nécessaires pour accomplir des tâches. L'État et les collectivités locales n'ont pas tiré les conséquences de cette révolution pour réduire leur nombre de postes de travail. Au contraire, ils n'ont cessé de l'augmenter pendant toute la période. Et donc, c'est une évolution qui doit être maîtrisée. J'appelle donc, comme c'est un peu mon habitude, à l'idée d'une révision d'ensemble de nos dépenses publiques, un vaste comité réformant de la dépense publique qui permette à notre pays de sortir enfin de cette situation de mauvaise gestion globale, dont la conséquence est que les dépenses publiques ne peuvent pas être affectées aux bons investissements dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, ou dans, plus exactement l'enseignement des Français qui sont nécessaires pour nous donner, rétablir nos avantages comparatifs en matière de production. Voilà mes conclusions sur cette très intéressant meeting. Je vous remercie tous d'avoir participé nombreux à cette présentation. Notre Centre des professions financières s'est fixé comme objectif d'être aussi présent en matière de formation et d'éducation qu'il l'est dans une période normale. Cette manifestation en a été une démonstration, et je voulais remercier à la fois les équipes du centre et Kruska et nos deux intervenants de ce soir, Patrick et Olivier, de nous avoir permis de faire de cette réunion un succès. Merci à tous d'y avoir participé. Excellente journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.